et les députés macronistes qui systématiquement ont abouti à mettre plus de normes, plus de règles sur l'agriculture. Vous avez de l'autre côté les députés du Rassemblement national qui ont été très présents devant les caméras et qui ont les records d'absentéisme au Parlement européen. Dans le contexte d'une année électorale, chaque parti met aussi en avant ses candidats aux élections européennes, au Salon de l'agriculture, le lieu idéal pour tester sa popularité et faire campagne. Le procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris. En décembre 2018, 5 personnes avaient été tuées en 10 minutes à peine. L'assaillant a été abattu. 4 hommes sont jugés soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la fourniture d'armes à l'auteur des coups de feu. Et puis c'est une audition attendue, celle de Judith Godrèche, qui est ce matin devant les sénateurs de la délégation aux droits des femmes. L'actrice est devenue la figure de dénonciation des violences sexuelles dans le cinéma, notamment chez les jeunes filles. Vous pourrez suivre cette audition dès la fin de cette émission à partir de 9h. Merci Agnès Canaillet, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Durant cette première demi-heure, vous êtes élue de Seine-Maritime, rattachée au groupe Les Républicains et vous étiez la rapporteure du texte qui a donc inscrit l'IVG dans la Constitution. On va longuement revenir évidemment sur la séance, mais d'abord un mot ce matin. Quelle a été votre réaction à ce vote qui est finalement plus large que ce qui avait été annoncé ? Oui, c'est vrai que si on s'attendait à ce que le vote conforme soit adopté hier soir, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi massif. Mais ça montre que, effectivement, une bonne partie de mes collègues ont considéré qu'il était temps maintenant d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est un sujet de société, c'est un sujet sur lequel il y avait une forme de pression de l'opinion publique. Ça a été difficile d'être rapporteur de ce texte ? Écoutez, c'est un texte qui est extrêmement juridique. La question, c'est véritablement, faut-il mettre l'IVG dans la Constitution ? Donc c'est un enjeu juridique. C'est vrai que c'est un débat de société qui sous-tend, donc ça laisse chacun libre de ses convictions. Donc moi, j'ai essayé de tracer ma ligne sur mes arguments juridiques et politiques qui font qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce chemin. Allez, justement, on va revenir sur cette séance d'hier et sur ce texte, un vote qui a eu lieu au terme d'une séance de plus de 3 heures. Parce que, malgré le vote massif, il y a quand même eu des débats hier au sein de l'hémicycle du Sénat. On va y revenir avec notre journaliste parlementaire Audrey Vetal. Bonjour Audrey. Bonjour Madame Canaillet. Bonjour. Et Audrey, le Sénat a donc adopté hier soir à une large majorité ce projet de loi qui vise à inscrire l'IVG dans la Constitution, dans les mêmes termes du coup que l'Assemblée nationale. Ça ouvre la voie à un congrès pour beaucoup. On l'a entendu dans le journal, on a insisté à un moment historique hier. Oui, ça y est. Alors, en début de séance, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, se demandait si cette fois-ci, ce serait la bonne. Eh bien, oui. Après 3 examens de textes qui allaient dans ce sens au Sénat en 1 an et demi, le Sénat donc a adopté très largement, il faut le dire, le texte qui doit permettre d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Alors, dans le détail, 267 voix pour, seulement 50 voix contre. Et puis, vous le voyez, c'est peut-être à ça qu'on reconnaît les votes historiques. Il y a eu des sénateurs et des sénatrices debout pour applaudir de chaque côté de l'hémicycle. Je vous propose d'écouter la réaction du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution cette liberté pour les femmes de disposer de leur corps. Ce vote, au fond, redit à ceux qui ne le sauraient pas encore que les femmes de notre pays sont libres. Ce vote redit à quel point nous sommes tous attachés à cette liberté. Et pourtant, Oriane, à 16h30, en début de séance, l'incertitude était encore totale, car pour qu'il y ait congrès, il fallait impérativement que le texte du Sénat soit identique à celui voté massivement à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Je rappelle, c'était 493 voix pour et 30 voix contre. Oui, mais voilà, les sénateurs de la droite et du centre, principalement, avaient des réserves sur cette version, même si elle reprend 95% du texte voté il y a quelques mois par le Sénat, sur une rédaction qui était proposée par le sénateur LR Philippe Bas.
des réserves pour lesquelles il demandait des modifications. Mais comme je vous l'ai dit, la moindre virgule ajoutée ou retirée aurait entraîné une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et retardé le Congrès qui doit entériner tout cela, Oriane. Alors, comment ça s'est passé? Alors, 2 amendements ont été déposés par la droite. Pour comprendre le premier, je vais vous montrer la rédaction qui est proposée par le gouvernement qui propose l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie, c'est le mot important, garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. C'est donc cette liberté garantie que la droite sénatoriale voulait supprimer sous l'impulsion de Philippe Bas. Écoutez-le. Il y aurait donc dans la Constitution des libertés et des droits garantis et d'autres qui ne le seraient pas. Une telle hiérarchie entre libertés constitutionnelles laisse songeur. Si l'adjectif garantie est sans portée, comme vous le soutenez, monsieur le garde des Sceaux, pourquoi l'ajouter? Et s'il doit en avoir une, il vaut mieux le retirer. C'est tout le sens de l'amendement. Cet amendement a été rejeté. Madame Canayer, la Commission avait émis un avis défavorable pour cet amendement. Pourquoi ? Parce que majoritairement, mes collègues ont considéré qu'il fallait aller vite et voter conforme. Moi, je le déplore parce que j'étais favorable à l'amendement de mon collègue Philippe Bas que j'ai voté. Je pense que ce terme de liberté garantie, qui est une nouveauté qu'on ne retrouve nulle part dans la Constitution française, a des conséquences qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Et quand on révise la Constitution, on doit peser chaque mot. On doit faire extrêmement attention aux interprétations qui pourraient en découler. Aujourd'hui, on n'est sûr de rien. Je pense qu'il aurait été mieux de le retirer. Comment vous expliquez alors du coup que la commission des lois n'est pas suivie ce que disait Philippe Bas, ce que vous disiez? Parce que la commission des lois, c'est comme la majorité de l'hémicycle. Hier soir, on considérait qu'il fallait maintenant sauter le pas, qu'il fallait passer à autre chose, que les vraies priorités des Français n'étaient pas l'inscription de l'IVG dans la Constitution, et donc qu'il valait mieux voter conforme. Est-ce que ce terme de garantie, il apporte vraiment quelque chose, ou est-ce que c'était plutôt un terme politique rajouté par le gouvernement ? Je pense que c'est un terme totalement politique, que le gouvernement a voulu faire un compromis, et comme tous les compromis, il n'est jamais bon. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne solution, d'autant plus que je suis convaincu, il y a discussion, c'est le principe du droit aujourd'hui et des interprétations, je suis convaincu que ce mot de liberté garantie ne sera pas neutre et aura des effets notamment sur l'interprétation par les tribunaux de cette liberté. Lesquels? Parce qu'il y a eu une inquiétude, on a eu l'impression qu'il y avait une inquiétude sur le fait que du coup, maintenant c'est les juges qui allaient avoir la main et plus le Parlement. Oui, c'est ce qu'a dit justement Philippe Bas, et je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que le sujet c'est de savoir si véritablement cette liberté va devenir opposable. Aucune autre liberté n'est garantie expressément comme l'IVG le sera une fois le Congrès réuni. Donc la question c'est qu'est-ce que cela va avoir pour conséquence? Est-ce que des associations féministes pourront exercer des recours contre cette liberté garantie pour la défendre? Est-ce que des femmes qui n'ont pas accès à l'IVG pourront engager la responsabilité de l'État? Aujourd'hui, les avis divergent, donc il y a un risque. Donc je pense qu'il ne fallait pas le mettre. Ouais. Et vous n'avez pas été rassuré? Parce qu'hier, avec Dupond-Moretti, il a clairement dit que ça ne crée pas de droit opposable. Ça vous a pas rassuré? Il expliquait que c'était le positionnement, ouais. C'est l'article dans lequel sera inscrit cette liberté qui impliquait le mot garantie. Non, pas du tout. Ce qui implique le mot garantie, c'est cette recherche de compromis politique pour faire plaisir à sa majorité à l'Assemblée nationale. L'article, c'est l'article 34, c'est un article procédural, c'est celui qui détermine le domaine de la loi. Si vous lisez l'article 34, le Parlement a déjà compétence aujourd'hui pour fixer les règles sur les libertés fondamentales. Pourquoi rajouter l'IVG? C'est simplement pour en faire un combat politique et pour faire un coup politique. Donc voilà, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y avait des pressions, on voit bien aujourd'hui que ces débats ont eu lieu et voilà, c'est adopté. Audrey, vous avez aussi remarqué des bougées dans les positions des sénateurs? Alors juste avant, je voulais revenir sur le deuxième amendement, parce que je vous ai parlé d'un seul amendement, mais il y en avait deux hier. Le deuxième, il était porté par le médecin Alain Milon et le chef des LR au Sénat, Bruno Retailleau. Il visait à inscrire une clause de conscience pour les professionnels de santé. Il a aussi été rejeté, donc il n'y a pas eu de modification du texte. Et en effet, j'ai observé... Mais du coup, puisque vous en parlez, on va poser une question à Agnès Canayer là-dessus, parce que c'est vrai que c'était la deuxième inquiétude, notamment du côté de la droite et du centre. Sur les professionnels de santé. Ouais, le fait que ça supprime la clause de conscience qui était inscrite dans la loi Veil. Là aussi, Éric Dupond-Moretti s'est voulu rassurant. Elle n'est pas en danger, cette clause de conscience des soignants?
Mais pas plus que l'IVG ne l'est, hein, puisqu'il n'y a aucune contestation dans la société aujourd'hui. La clause de conscience des médecins, elle est garantie, mais elle faisait partie de l'équilibre de la loi Veil. La reconnaissance de la liberté de recourir à l'IVG et en contrepartie une clause spécifique clause de conscience pour les personnels médicaux. Donc la logique qu'a défendue Alain Milon, elle est totalement entendable. À partir du moment où vous mettez la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas la clause de conscience des médecins pour assurer l'équilibre qui était celui voulu par Simone Veil en 1975 ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'équilibre de la loi Veil, il n'est plus là, selon vous ? Non, l'équilibre de la loi Veil n'est plus là, c'est certain. Aujourd'hui, seule la liberté de recourir à l'IVG est inscrite noir sur blanc dans la Constitution. Et Audrey, on arrive au bouger. Oui, les fameux bougers. Pour celles et ceux qui ont suivi les débats sur le sujet depuis maintenant plus d'1 an, vous avez pu remarquer hier qu'il y a eu des changements de position. Il y a un peu plus d'1 an, les débats fustigeaient un faux problème importé des États-Unis par la remise en cause à l'époque de l'arrêt Roe versus Wade. Hier, il a beaucoup été question de la situation dans les pays qui nous entourent, où l'accès à l'IVG dans certains de ces pays devient de plus en plus compliqué, parfois de manière insidieuse, comme ça a pu être le cas en Pologne avant qu'il y ait un changement de gouvernement, ou encore en Italie ou même en Hongrie où l'on impose à une femme qui veut avorter d'écouter les battements du cœur du fœtus. Preuve que la Chambre haute voulait parler de ce sujet hier, voulait qu'il y ait débat. Il y a eu une demande d'un sénateur, le sénateur Reconquête Stéphane Ravier, pour rejeter le texte avant même de l'examiner. Il a reçu une fin de non-recevoir très claire. Tous les sénateurs ont voté contre son idée. Et écoutez la teneur des échanges très tendus au moment de l'examen de cette idée de rejeter totalement le texte. Simone Veil, de son Panthéon, nous le dit encore comme elle nous le disait avec toute sa conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Vous voudriez donc faire d'une dérogation un accomplissement, d'une exception un droit absolu et sans limite, d'une réserve un monument. Vous voulez panthéoniser l'avortement. Vous avez été, me semble-t-il, contre-productif à la cause que vous soutenez, car un certain nombre de sénateurs qui se demandent si l'IVG est menacée ont eu une réponse en vous entendant. C'est pas plus compliqué que ça. Donc merci pour cela. C'est la raison pour laquelle il faut protéger l'interruption volontaire de grossesse, cette liberté fondamentale pour les femmes. Autre preuve qu'il y a eu des bougers chez les sénateurs, notamment de la droite et du centre. Je me suis replongée sur le site du Sénat dans les résultats des votes du texte, notamment adopté il y a seulement quelques mois au Sénat sur la rédaction, je vous le disais, de Philippe Bas, qui ressemble, rappelons-le, à 95% du texte examiné hier. Et regardez la différence entre les votes des LR, donc il y a quelques mois maintenant, j'ai mis 2023, en faveur, donc vous voyez, il y en avait 16 pour, contre 119 sur cette nouvelle rédaction qui a eu lieu hier, pour 72 contre 41. Vous voyez qu'il y a eu des gros changements. Pour les centristes, c'est peu ou prou la même chose. En 2023, pour 17 contre 28 et hier, pour 41 contre 7. Donc il y a eu quand même de gros changements. Il est possible que les avis aient changé face à la position de la société française sur le sujet ou même la pression des proches des sénateurs. C'est en tout cas l'avis de Laurence Rossignol. Écoutez. De même que la loi Veil n'était pas le texte que la gauche voulait. Mais c'est parce que la gauche a su à ce moment-là faire des compromis, soutenir la loi Veil, que cette loi a été adoptée. Et nous, aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir fait des compromis et je suis heureuse de voir que beaucoup de collègues aussi ont fait ce chemin-là. Je remercie leurs femmes, leurs filles et toutes celles et ceux qui leur ont dit que la société attendait du Sénat que le Sénat accompagne son évolution. Madame Canaillet, vous aussi, vous avez changé de position en quelques mois. Hier, vous avez voté pour. Qu'est-ce qui vous a fait changer ? Écoutez, d'abord, la donne a changé totalement, puisque nous sommes face à un projet et non plus une proposition d'origine parlementaire. Donc ça a changé la procédure et qu'il n'y aurait pas de référendum. Ça, c'est déjà une avancée forte. L'inscription à l'article 34 dans une formulation qui est proche de celle de Philippe Bas n'engendre pas des conséquences juridiques fortes. On a des incertitudes, mais elles pourront, j'espère, être levées. Et puis, on voit bien effectivement que la société évolue. Les discussions
discussions, les rencontres font qu'aujourd'hui, eh bien, ça a éclairé notre réflexion. Puis une envie de dire, il faut passer à autre chose. On a d'autres priorités aujourd'hui à défendre pour la société française. Et je pense que ce débat maintenant a eu son temps. Et donc désormais, il va y avoir un vote au Congrès. À Versailles, lundi, un nouveau vote de tout le Parlement pour acter ou non la modification de la Constitution. Hier, il y avait beaucoup d'émotions au moment du vote au Sénat, justement. Beaucoup d'émotions, notamment chez Mélanie Vogel, la sénatrice écologiste, qui avait porté un premier texte pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Je vous propose d'écouter ses propos au moment où elle essaye de convaincre les derniers indécis de voter. Aujourd'hui, il est temps, en France, il est temps d'être au rendez-vous de notre histoire, de répondre aux immenses espoirs que nous avons soulevés dans le monde. Aujourd'hui, des Polonaises, des Hongroises, des Américaines, des Iraniennes, des Argentines regardent avec admiration la France s'apprêter à énoncer, sans ambiguïté, le droit à l'avortement n'est pas un sous-droit, c'est un droit fondamental, c'est une condition des sociétés libres et égalitaires. Alors faisons-nous à nous-mêmes, aujourd'hui, cette magnifique promesse, plus jamais les faiseuses d'anges, les saintes, les aiguilles et les mortes. Disons à nos filles, à nos nièces, à nos petites filles, vous êtes aujourd'hui et désormais à jamais libres de choisir vos vies. Merci, chers collègues. On a entendu des mots très forts, notamment que la France allait, en cas de vote au Congrès à Versailles, être le premier pays à inscrire l'accès à l'IVG dans la Constitution. Un moment historique. Est-ce que vous aussi, vous ressentez ce côté symbolique, certes, mais qui montre que la France montre le chemin ? Écoutez, pour moi, c'est pas du tout un moment historique. C'est une étape dans la constitutionnalisation symbolique de l'IVG. Je pense qu'il faut remettre à sa juste raison et à sa juste place ce qui s'est passé hier au Sénat. Et je pense que toute récupération politique est particulièrement malvenue, notamment une promulgation par le chef de l'État le 8 mars, journée de la femme. Ça montrerait là aussi un véritable décalage avec ce qui se passe dans notre société française. Mais il a fait de la récupération politique, le chef de l'État, en se dépêchant de faire un congrès 5 jours après le vote du Sénat, en promulguant peut-être cette loi le 8 mars. Pour vous, il y avait une volonté de récupération politique? Oui, totalement. Alors qu'Emmanuel Macron n'est pour rien dans cette affaire, hein. Il y était même plutôt défavorable au départ. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de récupération politique le 8 mars, mais ça, j'en suis moins sûr. En tout cas, pour revenir, c'est une victoire des féministes, ça, on ne peut pas le nier. C'est un combat de beaucoup de femmes, c'était un totem pour elles l'ont obtenu. Moi, ce dont j'ai peur aujourd'hui, ce que je crains, c'est qu'elles se rendent vite compte que ça ne change rien dans la vie des femmes au quotidien, et qu'elles veuillent après à reprendre le combat avec d'autres réformes, et pourquoi pas la PMA, et pourquoi pas la GPA. Donc il faudra continuer à être vigilant et continuer à se battre, non pas contre, mais pour que toutes les femmes puissent véritablement accéder à ce droit à l'interruption volontaire de grossesse. Vous l'avez dit hier dans votre discours, la Constitution, elle a déjà été modifiée 24 fois et vous dites un peu c'est une fausse protection parce que là, une majorité des 3/5 va voter pour, mais demain, une autre majorité des 3/5 pourra rechanger la Constitution. Tout à fait. Et si vous regardez l'extrême gauche aujourd'hui en France, l'extrême gauche, certes, l'a voté, mais aujourd'hui remet en cause le régime politique. Donc on voit bien qu'on peut aussi renverser le régime politique, changer de Constitution, modifier la Constitution. Ça sera la 25e fois lundi quand nous serons au Congrès. Ça montre bien que ce n'est pas une protection absolue. Il y a un autre sujet qui a été débattu hier, c'est l'alerte qui a été faite par certaines sénatrices qui ont voté en faveur du texte. Sophie Primas, Annick Billon, sur les difficultés des femmes d'accéder aujourd'hui à l'IVG. Sophie Primas a pointé le décalage entre un gouvernement qui veut constitutionnaliser l'IVG mais qui en même temps baisse les budgets pour les droits des femmes. Et Annick Billon, elle disait aujourd'hui, il y a 18% des femmes qui ne peuvent pas faire une IVG dans leur département. Est-ce que vous avez peur que cette constitutionnalisation fasse oublier ces combats-là, qui sont des combats du quotidien pour les femmes ? Oui, je pense que ça peut être un leurre. En aucun cas, ça ne résoudra ces problèmes, qui sont les vrais problèmes, de cette effectivité de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. On a fermé 130 centres de santé sexuelle en France, alors souvent adossés à des maternités en milieu rural, beaucoup plus difficile d'accès pour les femmes et pour les filles. On a baissé les financements des associations qui interviennent pour faire de la prévention. On a limité les temps d'éducation à la santé sexuelle dans les collèges, dans les lycées. On voit que ce sont tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, ça reste très compliqué pour certaines femmes de recourir à l'IVG. Et là-dessus, le gouvernement n'en fait pas assez ? Non, le gouvernement n'en fait pas assez et ne prend pas les vrais problèmes à bras-le-corps et n'engage pas les vraies réformes. C'est pour ça que nous, au Sénat, nous allons faire des propositions avec la mission que portera Alain Milon.
Merci Audrey, à tout à l'heure. On va parler de la spécialiste de l'Union européenne. Oui, agriculture va revenir. Union européenne. Ce sera à suivre dans le club. On va aller chez vous, on va en Normandie, Agnès Canayer, pour terminer cette émission. On retrouve Stéphane Ciré. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint du journal Paris-Normandie. Stéphane, vous souhaitiez interroger Agnès Canayer sur le projet de contournement est de Rouen. Oui, bonjour Agnès Canayer, bonjour Oriane, c'est un projet qui a quasiment un demi-siècle et qui tarde à sortir de terre. Beaucoup de décisions ont été annoncées et puis retardées. Donc aujourd'hui, 50 ans après, il n'y a toujours pas de décision. Et je voulais savoir si Agnès Canayer était favorable à ce projet qui va permettre, en 2 mots, de désengorger le centre-ville de Rouen, la capitale de la Normandie, qui est l'objet de nombreux embouteillages chaque jour. Et je pense qu'Agnès Canayer a pu le mesurer à bien des reprises. Oui, effectivement. Bonjour Stéphane. Je suis extrêmement favorable à ce projet de contournement est de Rouen. On a un vrai déficit en Seine-Maritime en termes d'infrastructures, alors qu'elles soient ferroviaires ou qu'elles soient routières. Le contournement est de Rouen est une nécessité. Il a été décidé, il est même financé. La région a mis 205 millions d'euros, le département 40 millions d'euros. Mais aujourd'hui, rien n'avance, alors que c'était un des projets de la loi d'orientation des mobilités. Alors on s'est mobilisé avec les élus. Moi, j'ai signé une lettre il y a près de 6 mois avec plus de 1000 élus locaux du département de la Seine-Maritime. On a demandé avec mes collègues Pascal Martin, Catherine Morin-Desailly, Patrick Chauvet un rendez-vous au ministre. Malheureusement, il a changé entre-temps. On espère que le nouveau ministre Vergriette nous en recevra et surtout nous entendra et pour transmettre aussi la parole des acteurs économiques du territoire qui sont extrêmement mobilisés. Donc il y a vraiment un faisceau des mobilisations, mais malheureusement on voit que derrière, eh bien ça ne bouge pas. On va parler... Allez-y Stéphane. Oui, le gouvernement tarde trop selon vous à prendre une décision sur ce sujet ? Oui, complètement. Et malheureusement, j'ai bien peur que plus il tarde, plus cela soit mauvais signe et montre une reculade une fois de plus, alors que le projet est porté, le projet est financé et que ce serait nécessité. Il n'y a pas d'autres villes de la taille de Rouen en France qui n'ont pas de contournement. Alors pourquoi ne pas avancer sur celui de Rouen ? On va parler du Havre, puisque Stéphane, vous projetez en 2026 pour les municipales. Oui, et puis Agnès Canayer est conseillère municipale au Havre, donc dans l'équipe d'Édouard Philippe. Les élections municipales sont dans exactement 2 ans, donc ça va très vite. En 2019, fin 2019, Agnès Canayer, vous aviez dit, avant que lui-même officialise sa candidature, qu'Édouard Philippe, une candidature d'Édouard Philippe serait une bonne solution, une bonne nouvelle pour le Havre. Aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez qu'il soit de nouveau candidat, donc pour un 3e mandat à la tête de la ville du Havre ? Écoutez, oui, bien sûr. Moi, je fais partie de son équipe municipale, donc je soutiens bien évidemment la politique d'Édouard Philippe au Havre. C'est une ville qui bouge, c'est une ville qui se modifie, c'est une ville qui change. Je pense qu'il y a encore un certain nombre de projets à mener à son terme. Je pense notamment à celui du tramway, je pense celui du développement industriel sur la zone portuaire. Donc, il faut absolument qu'Édouard Philippe continue. Et en plus, il a cet engagement-là, il a cette volonté de faire de la politique au plus près sur le terrain, et il a bien conscience que c'est de là que partent toutes les réformes, et notamment aussi la confiance et le lien avec nos administrés et avec les Français. Il se prépare pas une autre élection ? Vous avez la conviction qu'il va se représenter ? J'ai la conviction qu'il va se représenter au Havre, tout à fait. Les élections municipales, cher Stéphane, sont avant les élections présidentielles. Mais il se prépare pas une autre élection ? C'est compatible de se préparer pour la présidentielle et de candidater à la mairie du Havre en 2026 ? Je pense que c'est compatible et c'est d'autant plus nécessaire parce que ça montre que un président de la République ne doit pas être déconnecté de la réalité, il doit connaître le terrain, il doit connaître le fonctionnement des collectivités territoriales, et cette expérience, on ne l'acquiert nulle part ailleurs qu'en proximité sur le terrain. Stéphane, une dernière question ? Oui, lorsque vous aviez soutenu Édouard Philippe, donc je reviens en 2019, ça vous a valu quelques soucis avec la direction nationale des Républicains qui vous a montré la porte de sortie alors que vous présidiez la Fédération de la Seine-Maritime. Vous n'êtes plus chez les LR, mais vous siégez au LR, avec les LR, au Sénat, par fidélité, avez-vous l'habitude de dire au président Larcher.
vous n'êtes pas non plus chez Horizon. Est-ce que vous n'êtes pas entre deux eaux? Est-ce que vous allez clarifier cette situation? Est-ce que c'est une situation qui est tenable? Et puis je rajouterai une dernière question. Dans ce contexte-là, compte tenu de cette position politique, est-ce qu'en 2027, votre candidat, ça sera le candidat DLR ou est-ce que ça sera Édouard Philippe? Alors, pour répondre à vos questions, bon, effectivement, je suis aujourd'hui sans parti politique. Je n'appartiens à aucun parti politique et ça ne me gêne pas véritablement dans mon mandat de sénateur, ni même dans mon mandat de conseillère municipale du Havre. Je pense qu'aujourd'hui, mon positionnement, mes idées sont clairement connues. J'appartiens à la majorité sénatoriale et j'ai la volonté d'y rester très sincèrement. En ce qui concerne 2027, je l'ai dit, je le redis, je pense qu'Édouard Philippe est aujourd'hui la meilleure personne, celui qui pourra rassembler à droite et que je soutiendrai sans problème. Est-ce que vos deux fidélités peuvent se rejoindre en 2027? Est-ce que Gérard Larcher peut rejoindre Édouard Philippe pour une grande candidature commune du Bloc central? Oui, moi je la souhaite véritablement. Je souhaite véritablement qu'il y ait un rassemblement des forces de la droite républicaine derrière Édouard Philippe, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est quand même le meilleur homme placé pour gagner ces élections, pour faire barrage à l'extrême droite, qui est quand même l'enjeu premier. Et c'est pour ça que je souhaite que véritablement il y ait un rassemblement large. Et vous savez, aujourd'hui, Édouard Philippe est très présent sur le territoire français, il va beaucoup à la rencontre, et j'entends de plus en plus de mes collègues, j'entends de plus en plus de personnes autour de moi dire qu'ils souhaitent le rencontrer, qu'ils souhaitent échanger, qu'ils souhaitent adhérer. Des Républicains. Des Républicains, tout à fait. Ouais. Vous pensez que les Républicains ne seront pas en mesure d'avoir un candidat et qu'ils finiront par rallier Édouard Philippe aussi? Je pense qu'une frange des Républicains le fera. Merci Stéphane Ciré, merci d'avoir été avec nous. On regarde la une de Paris-Normandie dans son édition du Havre. Train bloqué pendant 8 heures. À qui la faute? C'est à la une du Paris-Normandie, édition du Havre. Merci Agnès Canaillé, merci beaucoup d'être venue ce matin et d'avoir été notre invité. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, débat entre le sénateur François Patria et la députée Marie Pochon autour de la crise agricole et notamment de l'Union européenne. Quelle marge de manœuvre aujourd'hui pour Emmanuel Macron face à l'UE? Ce sera le débat à suivre. Et d'abord, on va reparler de l'IVG puisque Marie Lebec, la ministre des Relations avec le Parlement, nous rejoint.